Le dimanche matin, Alexia monte à bord du navire qui l'emmènera en Méditerranée pour une semaine. Elle a 25 ans et travaille comme graphiste freelance depuis 2 ans. Ses vacances représentent 6 mois d'économie et surtout une victoire personnelle qu'elle savoure déjà. Sa mère Brigitte n'a jamais accepté son choix de carrière. Lors du dernier déjeuner familial, il y a 3 semaines, elle avait encore lancé cette phrase qui résonne dans la tête d'Alexia. « Tu as 25 ans sans travail stable. Tu devrais penser à des choses sérieuses au lieu de jouer à l'indépendante. » Ce jour-là, Alexia avait annoncé son départ en croisière. Brigitte avait haussé les épaules avec mépris. Encore des vacances, pendant que les autres travaillent vraiment. Mais aujourd'hui, ces critiques s'éloignent avec chaque kilomètre parcouru en mer. Alexia respire l'air marin et laisse enfin ses épaules se détendre. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas à se justifier ni à prouver qu'elle ne rate pas sa vie. Le lundi après-midi, elle rallume son téléphone. 12 appels manqués, tous de sa mère. Son estomac se noue immédiatement et elle rappelle en tremblant. « Où es-tu » La voix de Brigitte est tranchante comme une lame. « En croisière, maman. Je te l'avais dit il y a 3 semaines. Reviens immédiatement et règle ça maintenant. » Régler quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de ton frère. Je les ai déposés chez toi ce matin avec un mot très clair. 3 enfants abandonnés devant une porte fermée. Ta voisine les a trouvés et a appelé toute la famille. Tu imagines le scandale? Le cœur d'Alexia s'arrête. Les enfants de Julien. Léo, 8 ans. Chloé, 5 ans. Tom, 3 ans à peine. Maman, tu savais que je partais. Pourquoi tu as fait ça? Ne me parle pas sur ce ton. J'avais laissé un mot explicite. Tu as 25 ans et tu n'as pas de travail stable. Alors occupe-toi des enfants de ton frère. Rends-toi utile. Mais madame était déjà partie s'amuser comme une gamine irresponsable. Alexia sent la rage monter. Sa mère savait parfaitement qu'elle partait. C'était même le sujet de moquerie lors du déjeuner familial. Maman, c'est toi qui as créé cette situation. C'est toi qui as déposé 3 enfants devant un appartement vide. Arrête de chercher des excuses. Toute la famille est au courant maintenant. Ton frère est furieux. Ton père est déçu. Tout le monde voit enfin ton vrai visage. Une égoïste qui fait passer ses petits plaisirs avant sa propre famille. Alexia ferme les yeux. Elle connaît ce mécanisme depuis toujours. Sa mère crée le chaos puis la désigne coupable. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, le piège est parfait. Les enfants vont bien? Ta voisine les a gardés jusqu'à ce que je vienne les chercher. Heureusement qu'elle au moins a du cœur. Maintenant, toute la famille sait que tu as abandonné 3 enfants pour aller bronzer sur un bateau. Quelque chose se brise en Alexia. Ou plutôt se solidifie. Non, maman, je ne rentre pas. C'est toi qui as organisé cette mise en scène et c'est toi qui dois assumer. Le silence qui suit est lourd comme du plomb. Je vois. Tu choisis vraiment de rester sur ton bateau pendant que ta famille te maudit. Très bien, Alexia. Tu assumes ce choix devant tout le monde. Et elle raccroche. Alexia reste figée sur le pont avec le téléphone contre son oreille. Autour d'elle, les passagers rient et profitant du soleil. Elle vient de commettre l'irréparable, dire non à Brigitte, refuser de plier, choisir sa propre vie. Elle appelle Madame Fontaine, sa voisine de 68 ans. « Les enfants vont bien, ma chérie. J'ai appelé votre mère dès que je les ai trouvés. Elle est venue les chercher en disant que c'était un terrible malentendu. Mais Alexia, elle avait un regard que je n'avais jamais vu. Froide, calculatrice. Alexia remercie et raccroche. Elle s'assoit sur un transat avec le cœur battant. Le soleil méditerranéen brille sur son visage, mais elle se sent glacée de l'intérieur. Pour la première fois de sa vie, elle vient de choisir sa propre existence plutôt que les exigences maternelles. Elle ne sait pas encore que ce choix va tout détruire pour mieux tout reconstruire. Les 5 jours suivants sur le bateau sont un mélange étrange de liberté et de culpabilité écrasante. Alexia essaie de profiter des escales et du soleil méditerranéen, mais chaque moment de plaisir est suivi d'une vague de honte. Elle a laissé 3 enfants. Elle n'est pas revenue. Elle a dit non à sa mère. Son téléphone reste éteint jusqu'au dernier jour. Quand elle le rallume avant de débarquer, les notifications explosent. 63 messages et 28 appels manqués. Aucun de Julien ou d'Aurélie. Tous viennent de sa mère ou d'autres membres de la famille. Oncle Michel, « Alexia, ta mère est effondrée. Comment peux-tu lui faire ça ?» Tante Sophie, « On pensait que tu étais plus mature.
Vraiment décevant. Sa cousine Marine reste étrangement silencieuse. Pas de message, pas de jugement. Juste un silence qui pèse autant que les reproches. Le samedi soir, Alexia rentre chez elle. Son appartement marseillais lui semble différent, comme si quelque chose s'était brisé pendant son absence. Elle pose sa valise et remarque immédiatement que quelqu'un a déplacé des choses. La clé de secours qu'elle avait donnée à sa mère des années auparavant a servi. Le dimanche matin, on sonne à sa porte. Alexia ouvre et son estomac se noue instantanément. Sa mère est là, accompagnée de son père Jacques, de Julien, d'Aurélie et même de l'oncle Michel. L'embuscade. « On peut entrer ?» demande Brigitte d'une voix dangereusement calme. Il s'installe dans le salon sans attendre vraiment de réponse. Alexia reste debout, le dos contre le mur, sentant déjà qu'elle est en position d'accusée. « Alors ?» commence Brigitte en croisant les bras. « Tu as passé de bonnes vacances pendant que toute la famille gérait ton irresponsabilité ?» Alexia sent la colère monter mais garde une voix posée. « Maman, tu savais que je partais. Tu m'en as même parlé lors du déjeuner familial. J'avais appelé 3 jours avant ton départ pour te prévenir que j'aurais besoin de toi. Tu as choisi d'ignorer ton devoir familial. Le mensonge est si énorme, prononcé avec une telle assurance, qu'Alexia reste bouche bée quelques secondes. Elle n'a reçu aucun appel, aucun message, rien. Ce n'est pas vrai. Tu ne m'as jamais appelé. » Brigitte se tourne vers les autres, avec un sourire triste. Vous voyez ? Elle nie même l'évidence. C'est plus facile que d'assumer ses erreurs. Alexia regarde Julien, cherchant un soutien dans les yeux de son frère. Mais Julien détourne le regard, mal à l'aise. « Julien, tu étais au courant que tes enfants seraient chez moi ?» Son frère hésite, puis répond d'une voix basse. « Maman nous avait dit que tu avais proposé de les garder pour nous rendre service pendant notre déplacement professionnel. » Le piège se referme. Chaque personne dans cette pièce a une version différente des événements, toutes orchestrées par Brigitte. Alexia a proposé. Brigitte avait prévenu. Alexia a ignoré. Alexia a abandonné. C'est faux. Je n'ai jamais proposé de garder les enfants. Je n'ai reçu aucun appel de maman. Son père Jacques soupire profondément. Ce soupir qu'elle connaît trop bien. Celui de la déception paternelle. Alexia, arrête de chercher des excuses. 3 enfants ont été retrouvés devant ta porte. C'est un fait. Tu étais partie en vacances. C'est un fait. Le reste, ce sont des détails. Ce ne sont pas des détails. Maman a créé cette situation en sachant parfaitement que je n'étais pas là. Mais personne ne l'écoute vraiment. Brigitte a le regard d'une femme qui a déjà gagné. Elle se lève lentement et s'approche d'Alexia. « Ma fille, j'espérais que ces quelques jours en mer t'auraient aidé à réfléchir, à comprendre que la famille passe avant tout. Mais je vois que tu préfères t'enfoncer dans ton égoïsme. » Elle fait signe aux autres de se lever. « Nous sommes venus récupérer les affaires des enfants que j'avais laissées ici. Heureusement que Madame Fontaine est une femme responsable. Elle au moins comprend ce que signifie avoir du cœur. » Ils repartent tous, laissant Alexia seule dans son appartement. Le silence qui suit est assourdissant. Elle s'assoit par terre, le dos contre la porte, et laisse enfin les larmes couler. Son téléphone vibre. Un message de Marine. « Alexia, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais toute la famille dit que tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Même moi, je ne sais plus quoi penser. » Alexia regarde ce message longtemps. Même Marine, sa cousine la plus proche, doute d'elle. La version maternelle s'est répandue comme un poison dans toute la famille. Elle a perdu la bataille avant même de savoir qu'elle se battait. Elle reste là, assise par terre, jusqu'à ce que la nuit tombe sur Marseille. Les 3 jours suivants sont un enfer silencieux. Alexia essaie de reprendre son travail de graphiste, mais se retrouve figée devant son écran, incapable de créer quoi que ce soit. Les messages familiaux continuent d'arriver par vagues. Son père ne répond plus à ses appels. Oncle Michel lui a envoyé un long texto la traitant d'égoïste et d'immature. Seule Marine maintient un contact, bien que distant et prudent. Le mercredi après-midi, on sonne à la porte. Alexia ouvre et découvre Aurélie, sa belle-sœur, les yeux rouges et le visage ravagé par les larmes. Elle entre sans un mot et s'effondre sur le canapé. « Il faut que tu saches quelque chose. » Aurélie sort son téléphone et montre à Alexia l'historique d'appels de Brigitte. Pas un seul vers le numéro d'Alexia. Rien 3 jours avant le départ. Rien du tout en fait pendant les 2 semaines précédant la croisière. Elle a menti devant tout le monde.
J'ai vérifié pendant qu'elle prenait sa douche ce matin. Elle ne t'a jamais appelé. Alexia sent quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Elle n'est pas folle. Elle n'a rien imaginé. Aurélie continue en tremblant. Elle explique que Brigitte leur avait dit qu'elle gardait les enfants chez elle pour leur laisser souffler pendant leur déplacement professionnel. Ni Julien ni elle ne savaient que les enfants seraient déposés chez Alexia. Brigitte avait tout orchestré en mentant à chaque partie séparément. « Pourquoi elle fait ça ?» demande Alexia d'une voix brisée. Aurélie hésite longuement, puis avoue ce qu'elle observe depuis des années. Les manipulations constantes, les mensonges pour monter les gens les uns contre les autres, les menaces de couper contact avec les petits-enfants chaque fois qu'elle est contredite. Elle contrôle toute la famille par la peur et la culpabilité. Mais toi, tu as osé réussir sans elle. Tu es partie en freelance malgré ses avertissements. Et tu as eu raison. Elle ne le supporte pas. Cette révélation met en lumière des années de dynamique familiale tordue. Alexia comprend soudain que chaque victoire professionnelle, chaque moment de fierté personnelle, a été suivi d'une attaque maternelle plus ou moins déguisée. « Pourquoi tu n'as rien dit pendant la réunion dimanche ?» Aurélie baisse les yeux, honteuse. Elle avoue sa peur. Si elle contredit Brigitte publiquement, celle-ci les coupera des enfants. Elle l'a déjà fait avec d'autres membres de la famille. Elle menace constamment de ne plus voir Léo, Chloé et Tom, et Julien panique à chaque fois. Mais maintenant Aurélie en a assez. Elle accepte de témoigner de la vérité devant toute la famille, même si cela risque de lui coûter cher. Ses mains tremblent en prononçant ces mots, mais sa voix est ferme. Alexia prend une décision. Elle envoie un message groupé à toute la famille. Pas de justification, pas de supplication. Juste une demande simple et directe. Une réunion dimanche prochain chez oncle Michel pour clarifier les événements et présenter des preuves. Le simple fait d'utiliser le mot « preuve » crée une onde de choc immédiate. En moins d'une heure, son téléphone explose. Sa mère appelle dans la minute qui suit, la voix chargée d'une rage froide. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu veux diviser encore plus la famille ?» Pour la première fois de sa vie, Alexia répond calmement, d'une voix qu'elle ne se connaissait pas, posée et ferme comme du granit. « Non, maman. Je veux juste que la vérité soit dite. » Et elle raccroche. Le geste est simple mais colossal. Elle vient de raccrocher au nez de Brigitte. Elle vient de refuser de se soumettre au tribunal émotionnel maternel. Son téléphone vibre encore pendant des heures. Des messages de tante Sophie exigeant des explications, d'oncle Michel disant qu'elle exagère, de cousins éloignés donnant leur avis sur une situation qu'ils ne connaissent pas. Mais un message se détache des autres. Marine écrit simplement « J'ai toujours trouvé bizarre la version de tante Brigitte. J'arrive dimanche avec ma sœur. » Ce soutien, même mesuré, même prudent, réchauffe quelque chose en Alexia. Elle passe le reste de la soirée à préparer sa défense. Elle demande à Madame Fontaine d'écrire une attestation détaillée de ce qui s'est passé ce lundi matin. La vieille dame accepte immédiatement et rédige un document précis avec les horaires, l'état des enfants, les appels passés. Alexia imprime les captures d'écran de ses messages avec sa mère, de son historique d'appels, de sa confirmation de réservation pour la croisière datant de 3 mois avant le départ. Elle rassemble toutes les preuves matérielles que sa mère a menti. Le samedi soir, Julien l'appelle. Sa voix est étrange, coincée entre la culpabilité et la confusion. Aurélie m'a tout raconté. Je ne sais plus quoi penser. Maman dit que vous vous êtes ligués contre elle. Alexia ne plaide pas sa cause. Elle dit juste à son frère de venir dimanche et d'écouter. Vraiment écouter. Pas avec les oreilles de celui qui a peur de déplaire à maman, mais avec celles de quelqu'un qui veut comprendre la vérité. Le dimanche arrive. Alexia se lève avec le cœur battant et l'estomac noué. Elle sait qu'elle va déclencher une guerre dont elle ne connaît pas l'issue. Mais pour la première fois de sa vie, elle a décidé de se battre au lieu de fuir ou de se soumettre. Elle enfile une robe simple, attache ses cheveux et prend le dossier contenant toutes ses preuves. En sortant de chez elle, elle croise son reflet dans le miroir de l'entrée. La femme qui la regarde n'est plus celle qui est partie en croisière 2 semaines auparavant. Le salon d'oncle Michel est déjà rempli quand Alexia arrive. Sa mère siège au centre du canapé dans une posture de martyr blessé, le visage fermé et les lèvres pincées. Son père Jacques est à côté d'elle, le regard fuyant. Julien et Aurélie sont installés à l'écart, visiblement tendus. Oncle Michel, tante Sophie, Marine
Et même tante Françoise venue de Lyon occupe les autres sièges. L'atmosphère est lourde, comme avant un orage. Oncle Michel ouvre la séance d'un ton sévère, qui ne laisse aucun doute sur son camp. « Alexia, tu as demandé cette réunion. On t'écoute. Mais sache que ton comportement récent a profondément choqué cette famille. » Alexia reste debout face à eux tous, le dossier de preuves serré contre sa poitrine. Son cœur bat à tout rompre, mais sa voix sort étrangement calme. Elle raconte chronologiquement les événements. La croisière planifiée et payée depuis 3 mois. Son départ le dimanche. L'appel de sa mère le lundi après-midi alors qu'elle était déjà en mer. Les enfants déposés devant une porte fermée. Sa mère l'interrompt avec une voix glaciale. « Tu oublies que je t'avais prévenu 3 jours avant. » Alexia se tourne vers elle et plonge son regard dans celui de Brigitte. « Alors montre-nous ton historique d'appel. » Le silence qui suit est électrique. Brigitte se raidit sur le canapé, les joues légèrement rouges. « Je n'ai pas à me justifier devant un tribunal familial ridicule monté par une fille ingrate. » Alexia insiste, sa voix ne tremblant toujours pas. « Si tu m'as vraiment appelé 3 jours avant, ça apparaîtra dans ton téléphone. Montre-nous. » Oncle Michel intervient, mal à l'aise. « Alexia, tu mets ta propre mère dans une position intenable. » Mais Aurélie se lève brusquement, coupant son oncle. Ses mains tremblent, mais sa voix porte dans toute la pièce. Brigitte n'a jamais appelé Alexia. J'ai vérifié. Il n'y a aucun appel dans son historique. Le choc est immédiat. Julien regarde sa femme avec des yeux immenses. Tante Sophie porte la main à sa bouche. Brigitte devient livide, puis explose en se levant d'un bond. « Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone? Qui es-tu pour me traiter de menteuse devant toute ma famille ?» Mais Aurélie ne recule pas. Elle continue en expliquant que Brigitte leur avait dit qu'elle gardait les enfants chez elle, pas chez Alexia. Ils ne savaient rien du plan maternel. Alexia n'avait jamais proposé de garder les enfants. Brigitte avait menti à tout le monde séparément pour créer cette situation. La bombe vient d'exploser. Oncle Michel et tante Sophie échangent des regards incrédules. Jacques pâlit visiblement. Brigitte tente de reprendre le contrôle en accusant Aurélie et Alexia de complot, mais sa voix manque de conviction cette fois. Alexia sort alors l'attestation de Madame Fontaine. Elle lit à voix haute le document qui décrit précisément ce qui s'est passé ce lundi matin. L'heure à laquelle les enfants ont été découverts seuls sur le palier. L'état de Tom qui pleurait. Le mot laissé par Brigitte. L'appel immédiat à la famille. Les faits sont là, indéniables, documentés. Marine se lève alors et ajoute calmement quelque chose qui change tout. « Tante Brigitte, tu as fait exactement la même chose à ma sœur il y a 5 ans. Tu l'as montée contre toute la famille avec des mensonges. Elle a fini par partir vivre au Canada pour t'échapper. Cette révélation en déclenche d'autres. Tante Françoise, restée silencieuse jusqu'ici, prend la parole d'une voix tremblante. Elle raconte comment Brigitte avait essayé de monter son mari contre elle en inventant une liaison qui n'existait pas. Elle avait gardé le silence pendant des années par peur de représailles. Le système de manipulation maternelle commence à s'effondrer publiquement sous le poids des témoignages accumulés. Mais Brigitte joue sa dernière carte. Elle se lève brutalement et déclare d'une voix vibrante de rage contenue. « Je vois. Vous avez tous choisi votre camp contre moi. Très bien. Ceux qui soutiennent Alexia dans cette trahison peuvent considérer qu'ils ne font plus partie de ma famille. » Elle attrape son sac et se dirige vers la porte. Jacques, complètement dépassé par les événements, la suit après un regard désolé et perdu vers Alexia. La porte claque derrière eux. Le salon reste silencieux pendant de longues secondes. Personne n'ose bouger ou parler. Puis Julien s'approche lentement de sa sœur, les traits tirés et la voix cassée. « Je suis désolée. Je ne savais pas. Je ne voulais pas voir. » Alexia hoche la tête, mais ne dit rien. La victoire a un goût amer. Elle vient de prouver qu'elle avait raison, que sa mère avait menti, que la manipulation était réelle. Mais elle vient aussi de perdre ses 2 parents d'un seul coup. En rentrant chez elle ce soir-là, Alexia s'assoit sur son canapé et laisse enfin les larmes couler. Elle a gagné la bataille de la vérité, mais le prix est immense. Les jours suivants ressemblent à un champ de bataille après la guerre. Le père d'Alexia envoie un message laconique qui arrive comme un coup de poing. « Ta mère est effondrée. J'espère que tu es fier de toi. » Oncle Michel et tante Sophie ont choisi leur camp en maintenant un silence radio total. Mais d'autres liens se tissent différemment. Marine l'appelle chaque jour, tante Françoise l'invite à déjeuner,
et lui confie des années de manipulation subies en silence. Aurélie devient une véritable alliée. Elles se retrouvent plusieurs fois par semaine. 2 femmes qui ont enfin osé nommer la toxicité familiale. Julien reste coincé entre 2 mondes, déchiré entre sa mère et la vérité. Il prend distance avec les 2 camps, ce qui blesse Alexia, mais qu'elle comprend malgré tout. Le plus difficile, c'est la solitude nouvelle. Pour la première fois depuis toujours, Alexia n'a plus de famille nucléaire. Pas de déjeuners dominicaux, pas d'appels du soir qui rythmaient sa vie. Le filet de sécurité émotionnelle qu'elle croyait avoir s'est révélé être un piège déguisé. Elle traverse 2 semaines d'une tristesse profonde et grise, se demandant si dire la vérité valait vraiment ce prix. Puis, quelque chose bascule. Un client important pour qui elle avait créé une identité visuelle 3 mois auparavant la recontacte. Son travail a tellement cartonné qu'il veut la recommander à tout son réseau professionnel. En 10 jours, Alexia reçoit 4 propositions de contrats majeurs, des projets qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques mois auparavant. Elle se jette dans le travail avec une intensité nouvelle. Non pas pour fuir, mais parce que quelque chose en elle s'est libéré. Pendant des années, une partie de son cerveau était constamment mobilisée à anticiper les critiques maternelles, à gérer la culpabilité permanente, à se préparer aux reproches. Cette charge mentale a disparu d'un coup. C'est comme si elle avait soudain 30% de puissance cognitive en plus. Elle travaille 12 heures par jour et crée des concepts innovants qu'elle n'aurait jamais osé avant. Ses clients sont enthousiastes. Un directeur artistique lui dit quelque chose qui la marque profondément. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, Alexia, mais votre travail a une énergie complètement différente maintenant. C'est brillant. » En 5 semaines, elle produit ce qu'elle produisait normalement en 3 mois. Et la qualité est supérieure à tout ce qu'elle a fait auparavant. Sa psychologue Madame Dubois, qu'elle a commencé à consulter, lui explique ce phénomène. Elle était en mode survie émotionnelle permanente. Maintenant, elle est en mode création. Toute son énergie peut enfin aller vers ce qui compte vraiment. Un mardi après-midi, Alexia signe son plus gros contrat à ce jour. 15 000 € pour une identité de marque complète. En sortant de la réunion avec le client, elle s'assoit sur un banc face au vieux port. Le soleil brille sur l'eau, et elle repense à cette phrase de sa mère 6 mois auparavant. Le freelance, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à garder un vrai travail. Elle vient de gagner en un seul contrat ce qu'elle gagnait en 3 mois dans son ancien CDI. Elle sourit amèrement, en réalisant que sa mère avait besoin qu'elle échoue pour avoir raison. Son succès est la pire des insultes pour Brigitte. Le soir même, elle reçoit un message inattendu de son père. Pas un appel, juste un texto envoyé tard dans la nuit. « Ta mère refuse de parler de toi. Moi, je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de temps. » Ce n'est pas une réconciliation, mais ce n'est pas un rejet total non plus. C'est une petite fissure dans le bloc parental qui semblait inébranlable. Alexia ne répond pas immédiatement. Elle laisse le message en attente, consciente qu'elle n'a plus besoin de courir après l'approbation paternelle comme elle le faisait avant. Si son père veut la connaître vraiment, il devra faire le chemin lui-même. Ce soir-là, en regardant son portfolio récent sur son ordinateur, Alexia réalise quelque chose de fondamental. Elle a passé 25 ans à essayer de prouver sa valeur à une femme qui avait besoin qu'elle échoue. Maintenant qu'elle a coupé ce lien toxique, elle découvre enfin qui elle est vraiment et de quoi elle est capable. La reconstruction ne se fait pas en ligne droite. Il y a des jours où la tristesse revient comme une vague. Des moments où elle voudrait appeler sa mère pour partager une bonne nouvelle, puis se souvient qu'elle ne peut plus. Mais chaque jour qui passe, elle respire un peu mieux. 2 mois après le conseil de famille explosif, Alexia a trouvé un nouvel équilibre fragile mais réel. Son travail prospère au-delà de toutes ses attentes. Elle a reconstruit un cercle social plus petit mais authentique, avec Marine, Aurélie et quelques nouveaux amis rencontrés dans le milieu du design. Les blessures sont encore vives, mais elle apprend à vivre avec. Un dimanche après-midi, quelqu'un sonne à sa porte. Elle ouvre et reste figée. Son père se tient sur le palier, seul, les traits tirés et le regard fuyant. C'est la première fois qu'elle le voit depuis l'affrontement. Jacques entre lentement et s'installe sur le canapé sans vraiment regarder sa fille. Le silence pèse lourdement entre eux pendant de longues minutes. Puis il se lance d'une voix hésitante en précisant que Brigitte ne sait pas qu'il est là. Si elle l'apprend, les conséquences seront terribles. Il inspire profondément puis commence à raconter. Il y a 28 ans,
Avant même la naissance d'Alexia, Jacques avait reçu une promotion importante qui nécessitait un déménagement à Lyon. Une opportunité en or pour sa carrière. Brigitte s'y était opposée violemment, car toute sa famille vivait à Marseille. Jacques avait insisté en expliquant que c'était leur avenir financier qui se jouait. Brigitte avait alors fait quelque chose de terrifiant. Elle avait raconté à toute sa famille que Jacques voulait l'isoler pour mieux la contrôler, qu'il devenait dangereux psychologiquement. Elle avait mobilisé ses frères, ses parents, tout le clan familial contre lui. Jacques, sous la pression familiale et devant la détresse apparente de sa femme, avait finalement renoncé à la promotion. Il avait sacrifié sa carrière pour maintenir la paix. Sa voix se brise en racontant ce qui a suivi. Brigitte lui a fait payer cette promotion refusée pendant 28 ans. Chaque fois qu'il avait une idée ou un projet, elle lui rappelait qu'il avait échoué, qu'il avait raté sa chance. Elle avait réécrit complètement l'histoire dans sa version à elle. C'était lui qui avait voulu partir égoïstement, et c'était elle qui l'avait sauvé de sa propre bêtise. Alexia écoute pétrifiée. Son père continue en expliquant que pendant des années, il a cru qu'il avait imaginé la manipulation, qu'il était paranoïaque ou fou. Mais quand il a vu exactement la même technique utilisée contre sa fille avec les enfants de Julien, il a compris qu'il n'avait rien imaginé. Brigitte fait ça. Elle a toujours fait ça. Jacques lève enfin les yeux vers Alexia, et quelque chose dans son regard ressemble à une supplication. « Je suis désolée. J'ai été lâche. Je t'ai regardé grandir sous ces critiques constantes, et je n'ai rien dit. Je me disais que si je gardais la paix, tout irait bien. Mais je t'ai sacrifié, pour ma tranquillité. » Cette confession bouleverse Alexia complètement. Son père n'est pas un allié qui va soudainement la défendre publiquement. Il est juste un homme brisé par 30 ans de manipulation quotidienne. Il n'a pas la force de partir, ni celle de se battre. Il est prisonnier d'une relation toxique qu'il ne sait plus comment quitter. Alexia lui demande pourquoi il vient lui dire tout ça maintenant. Jacques répond que Brigitte lui a lancé un ultimatum. Soit il coupe définitivement tous les ponts avec Alexia, soit elle le quitte. Il rit amèrement en ajoutant que pour la première fois en 30 ans, il a pensé que peut-être elle pourrait vraiment partir et que ce ne serait pas forcément la pire chose qui puisse arriver. Il ne promet rien. Il ne dit pas qu'il va divorcer, ni qu'il va défendre Alexia devant la famille. Mais il a franchi un pas immense en reconnaissant la vérité à voix haute. Avant de partir, Jacques laisse une enveloppe sur la table. 5 000 €. L'argent qu'il avait mis de côté pour les 30 ans de sa fille. Il préfère le donner maintenant au cas où il n'aurait plus le courage plus tard. Alexia regarde son père s'éloigner dans le couloir, voûtée et vieillie. Elle ne sait pas si elle doit être en colère ou pleine de pitié. Probablement les deux à la fois. Le soir même, elle retrouve un vieux journal intime dans ses affaires. Elle l'ouvre au hasard et tombe sur une entrée datée du 15 mars, alors qu'elle avait 14 ans. Maman m'a encore dit que je décevais tout le monde. Papa n'a rien dit. J'aimerais qu'il me défende juste une fois. Juste une fois. Certaines blessures viennent de trop loin pour être réparées par une seule conversation tardive. 4 mois après le conseil de famille, la vie professionnelle d'Alexia explose littéralement. Son portfolio s'enrichit de projets prestigieux et son nom commence à circuler sérieusement dans le milieu du design marseillais. Les recommandations s'enchaînent et elle doit maintenant refuser des contrats par manque de temps. Un mercredi matin, elle reçoit un appel de Stéphane Mercier, directeur créatif d'une agence réputée basée entre Marseille et Barcelone. Il va droit au but. Il a vu son travail pour la marque Lumina, et c'est exactement le type d'approche innovante qu'il recherche. Il veut lui proposer un partenariat long terme. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain. Alexia prépare sa présentation toute la nuit, nerveuse mais aussi excitée d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Dans les bureaux modernes avec vue sur le Vieux-Port, Stéphane lui expose le projet. Une collaboration freelance avec l'agence pour gérer des clients internationaux. Possibilité de travailler à distance. Déplacement régulier à Barcelone. Honoraire mensuel, garantie de 4 500 € plus les projets supplémentaires. C'est exactement ce dont elle rêvait. La liberté du freelance combinée à la sécurité financière d'un contrat stable. Elle négocie quelques détails avec une assurance nouvelle qu'elle ne se connaissait pas et signe le contrat cadre le jour même. En sortant de l'agence, Alexia s'assoit sur un banc face au port. Le soleil d'automne brille sur l'eau et elle repense à cette phrase de sa mère prononcée il y a moins d'1 an. Le freelance, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à garder un vrai travail.
Elle vient de signer pour un revenu mensuel supérieur à son ancien CDI, avec en plus la liberté totale de gérer son temps. Une partie d'elle a envie d'appeler Brigitte pour lui dire « Tu vois, j'avais raison et tu avais tort. » Mais elle ne le fait pas. Cette victoire n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle n'a plus rien à prouver à sa mère. Le soir même, Marine organise un dîner de célébration avec Aurélie, tante Françoise et quelques amis du milieu créatif. C'est une soirée joyeuse et légère où personne ne parle de Brigitte ni du drame familial. Au milieu du repas, Marine porte un toast qui touche Alexia profondément. À Alexia qui nous a montré qu'on peut choisir sa propre famille. Ces gens autour de la table ne sont pas liés à elle par le sang, mais par le respect mutuel et l'affection véritable. Une semaine plus tard, alors qu'Alexia finalise son premier gros projet pour l'agence, elle reçoit un email professionnel inattendu. Un cabinet d'architecture barcelonais cherche à refondre complètement son identité visuelle. Ils ont été recommandés par Stéphane Mercier et voudraient savoir si elle serait disponible pour un rendez-vous à Barcelone le mois prochain. Barcelone. Alexia n'y est jamais allée, mais l'idée l'attire immédiatement. C'est une ville dynamique, créative, et suffisamment loin de Marseille pour représenter un vrai nouveau départ sans être une fuite. Elle accepte le rendez-vous sans hésiter. En préparant son voyage, elle réalise quelque chose de fondamental. Pour la première fois de sa vie, elle prend une décision professionnelle majeure sans se demander une seule seconde ce que sa mère va en penser. Cette liberté mentale est presque vertigineuse. Le mois suivant passe dans un tourbillon de travail intense et gratifiant. Alexia découvre qu'elle peut produire un travail de qualité exceptionnelle quand elle n'a plus cette voix critique maternelle qui tourne en boucle dans sa tête. Ses clients sont ravis et les projets continuent d'affluer. 3 semaines plus tard, Alexia embarque pour Barcelone avec son ordinateur portable dans son sac et un contrat signé dans sa poche. À l'aéroport de Marseille, elle croise une femme d'une 40aine d'années qui dispute violemment sa fille adolescente dans la file d'embarquement. « Tu ne comprends rien, je fais ça pour ton bien, un jour tu me remercieras. » La fille baisse les yeux, soumise et résignée. Alexia détourne le regard, la gorge serrée. Elle reconnaît cette posture. Elle était cette fille il y a encore quelques mois. Mais elle ne l'est plus. Dans l'avion qui décolle vers sa nouvelle vie, Alexia regarde Marseille s'éloigner par le hublot. Elle laisse derrière elle une famille toxique et découvre qu'elle peut enfin respirer pleinement. À Barcelone, tout prend une dimension nouvelle. Le projet avec le cabinet d'architecture se concrétise brillamment et Alexia passe 2 semaines sur place à découvrir la ville et son énergie créative. Elle rencontre des professionnels passionnés qui la respectent pour son talent sans jamais questionner ses choix de vie. C'est pendant cette période qu'elle croise Thomas, 30 ans, architecte naval français travaillant sur des projets de bateaux écologiques. Leur connexion est immédiate, mais Alexia reste prudente. Elle ne cherche pas un sauveur, juste une relation authentique construite sur l'égalité. Ils passent quelques soirées ensemble à partager leurs histoires et leurs blessures familiales respectives. Thomas a lui aussi coupé avec un père toxique. Un soir, face à la mer, il dit quelque chose qui résonne profondément en Alexia. La différence entre nous et eux, c'est qu'on a choisi la douleur courte d'une rupture, plutôt que la douleur longue d'une soumission. De retour à Marseille 3 semaines plus tard, Alexia découvre que son absence n'a pas calmé sa mère, mais l'a radicalisée. Marine l'appelle pour la prévenir. Brigitte a organisé un grand repas familial pour les 65 ans de Jacques et elle y a convié tout le monde sauf Alexia. Pire encore, elle a explicitement demandé aux invités de ne surtout pas en parler à sa fille. Marine, qui était présente au repas, a filmé discrètement un moment crucial. Brigitte déclarant devant toute la famille assemblée. « Alexia a toujours été une enfant difficile et égoïste. Je suis soulagée qu'elle soit partie. Ma vie est tellement plus paisible sans elle. » Ces mots prononcés avec un sourire satisfait constituent la preuve ultime de la toxicité maternelle. Marine envoie la vidéo à Alexia avec un message. « Je pense que tu as besoin de voir ça pour te souvenir pourquoi tu as eu raison de partir. » Alexia regarde la vidéo 2 fois. Elle s'attendait à ressentir de la tristesse, mais éprouve surtout une clarté absolue. Sa mère ne changera jamais. Pleurer cette relation, c'est pleurer quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. 2 jours plus tard, son père l'appelle d'une voix tendue. Brigitte veut organiser une réunion familiale où elle est prête à pardonner Alexia. Si celle-ci présente ses excuses publiquement
et reconnaît ses erreurs devant tout le monde. Alexia rit sans joie et répond calmement qu'elle ne viendra pas et qu'elle n'a rien à se faire pardonner. Jacques hésite, puis ajoute quelque chose d'inattendu. « Je sais, je ne pensais pas que tu viendrais. Je voulais juste te prévenir et te dire que moi, je suis fière de toi. Je ne le dirai jamais devant elle, mais je voulais que tu le saches. » C'est la deuxième fois que son père franchit un pas vers elle. Ce n'est pas une révolution, mais c'est quelque chose. Le moment décisif arrive lors d'un déjeuner dominical chez oncle Michel, auquel Alexia n'est évidemment pas conviée. Julien, qui a progressivement pris ses distances avec leur mère, craque soudainement. Au milieu du repas, quand Brigitte commence à critiquer Alexia une énième fois, Julien l'interrompt brutalement. « Stop, maman. Arrête maintenant. » Le silence tombe comme une chape de plomb. Brigitte le regarde avec des yeux incrédules. Mais Julien continue, les mains tremblantes mais la voix ferme. Il dit que leur mère a monté toute la famille contre Alexia avec des mensonges, qu'elle a fait exactement la même chose avec leur père il y a 30 ans, et avec d'autres membres de la famille avant. Qu'à un moment il faut que quelqu'un ose dire la vérité. Le problème ce n'est pas Alexia, c'est Brigitte. L'explosion est immédiate et violente. Brigitte se lève, outragée, et exige que Julien s'excuse sur le champ. Il refuse pour la première fois de sa vie. Aurélie, à ses côtés, le soutient publiquement en confirmant chaque mot. Oncle Michel essaie de calmer le jeu, mais Marine l'interrompt fermement. « Non, oncle Michel. Laisse Julien parler. Il dit ce que beaucoup pensent à la tout bas depuis des années. Le clan familial se fissure définitivement sous le poids de la vérité qui éclate enfin. » Brigitte sort en claquant la porte, furieuse et humiliée. Ce soir-là, Julien appelle Alexia avec une voix brisée mais étrangement libérée. « Je l'ai fait, j'ai dit la vérité. Maman ne me parle plus. Mais Alexia, je me sens enfin libre. Je comprends maintenant ce que tu as ressenti. » Une semaine plus tard, Alexia reçoit une mise en demeure par huissier. Sa mère l'accuse de diffamation et menace d'un procès. C'est la dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle. Alexia consulte un avocat qui sourit presque en lisant le document. Elle n'a aucun cas. Si elle va devant un juge avec ça, tout se retournera contre elle. Alexia décide de ne même pas répondre à la mise en demeure. Elle refuse de rentrer dans ce jeu ultime. Cette absence totale de réaction est la réponse la plus puissante qu'elle puisse donner. Sa mère n'a désormais plus aucun pouvoir sur elle. 1 an après la croisière qui a tout déclenché, Alexia organise une exposition de ses créations graphiques dans une galerie du quartier du Panier à Marseille. Le vernissage s'intitule « Navigation » et présente une série d'œuvres inspirées par son parcours de libération. Chaque pièce raconte une étape de sa transformation sans jamais nommer explicitement le drame familial. C'est universel et profondément personnel à la fois. La galerie se remplit rapidement. Julien arrive avec Aurélie et leurs 3 enfants. Léo, maintenant 9 ans, offre à sa tante un dessin qu'elle a fait encadrer et accroché à côté de ses créations professionnelles. Marine est là avec sa sœur venue spécialement du Canada. Tante Françoise, Madame Fontaine qui a été la voisine salvatrice, les nouveaux collègues de l'agence, Thomas qui fait maintenant des allers-retours réguliers entre Barcelone et Marseille. Et dans un coin discret, presque caché derrière un groupe, son père Jacques. Il est venu seul sans prévenir Brigitte. Leurs regards se croisent et quelque chose passe entre eux. Ce n'est pas une réconciliation complète, mais c'est une reconnaissance silencieuse. Jacques hoche imperceptiblement la tête. Alexia lui sourit doucement. Certaines blessures ne guérissent jamais totalement, mais elles peuvent cicatriser suffisamment pour permettre de respirer. L'exposition est un succès qui dépasse toutes les attentes. Des clients potentiels s'intéressent à son travail, des journalistes locaux couvrent l'événement. Une critique d'art écrit dans son article « Le travail d'Alexia Mercier respire une liberté et une authenticité rares ». On sent une artiste qui a enfin trouvé sa voie après l'avoir longtemps cherchée. Après le vernissage, Alexia se retrouve avec sa famille, choisie dans un restaurant du Vieux-Port. Autour de la table, les rires fusent et les conversations s'entremêlent naturellement. Ces personnes l'aiment pour qui elle est vraiment, pas pour celle qu'elle devrait être. Julien lève son verre et prononce un toast qui fait monter les larmes aux yeux de sa sœur. À Alexia qui a eu le courage de partir pour mieux se retrouver et qui nous a montré à tous qu'on pouvait faire pareil. Pendant le dîner, le téléphone d'Alexia vibre. Un message de sa mère. Le premier depuis 8 mois.
Son cœur se serre malgré elle. Elle ouvre le message. « J'ai appris pour ton exposition. J'espère que tu es satisfaite d'avoir détruit notre famille. Un jour tu regretteras d'avoir été aussi égoïste. Une mère n'oublie jamais. » Alexia lit le message 2 fois, sans que son visage ne trahisse aucune émotion. Autrefois, ces mots l'auraient dévastée, culpabilisée, fait douter pendant des semaines. Aujourd'hui, elle ressent surtout une immense distance. Ce n'est pas sa mère qui écrit, mais la manipulation qui tente une dernière prise désespérée. Elle ne répond pas, ne bloque pas le numéro non plus, car elle n'en a plus besoin pour se protéger. Elle pose simplement le téléphone et retourne à sa conversation avec Thomas, qui lui raconte son nouveau projet de voilier, utilisant uniquement l'énergie solaire. Plus tard dans la soirée, Marine la prend à part sur la terrasse du restaurant. Elle lui confie que Brigitte est venue la voir la semaine précédente pour essayer de la convaincre de ramener Alexia à la raison. Elle voulait que Marine lui fasse comprendre qu'elle était prête à la pardonner si elle reconnaissait publiquement ses torts. Marine ajoute quelque chose de révélateur. Elle a dit textuellement « Si Alexia revient et s'excuse, je lui permets de refaire partie de la famille. Tu entends ? Elle te permet. Même dans sa tentative de réconciliation, c'est toujours elle qui contrôle tout. » Cette observation cristallise définitivement tout ce qu'Alexia a compris au cours de cette année. Toute relation avec sa mère sera toujours basée sur ce rapport de pouvoir toxique, et elle refuse de vivre comme ça une seconde de plus. Le lendemain matin, Alexia se réveille dans son appartement marseillais baigné de lumière. Elle prépare son café, ouvre les volets sur le port et regarde les bateaux qui partent vers la mer. Elle pense à cette jeune femme de 25 ans qui montait sur un navire il y a 1 an, le cœur serré par la culpabilité et la peur de décevoir. Elle pense au chemin parcouru, les confrontations douloureuses, les liens brisés, les nuits à pleurer en se demandant si elle avait fait le bon choix, mais aussi les victoires professionnelles éclatantes, les amitiés authentiques, la fierté immense d'avoir tenu bon malgré la pression. 3 mois plus tard, Alexia est assise sur le pont d'un ferry en direction de Barcelone, où elle partage maintenant son temps. C'est un écho à la croisière initiale, mais cette fois, pas de téléphone qui explose de messages culpabilisants, pas de cœur qui se serre, pas de peur. Juste une femme de 26 ans qui a appris que la plus grande fidélité n'est pas envers ceux qui vous ont donné la vie, mais envers la vie que vous voulez vraiment vous construire. Elle regarde l'horizon méditerranéen, le vent dans les cheveux et le soleil sur le visage. Elle a navigué loin du port toxique de son enfance. Elle a trouvé sa propre mer, vaste et libre, et elle ne reviendra jamais en arrière.